La parole est à Monsieur Jean-Yves Lecomte pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en apparence, ce projet de loi est juste un projet de loi pragmatique qui répond à un besoin très spécifique, préciser comment, à la date éventuelle de sortie du Royaume-Uni, les 5 sièges complémentaires qu'obtiendrait alors la France seraient pourvus. Ils seront donc, selon ce projet de loi, choisis parmi les candidats qui auraient été élus le 26 mai prochain si la France avait alors 5 sièges de plus. Rappelons en effet que 73 sièges qui sont aujourd'hui, dont est titulaire aujourd'hui les habitants du Royaume-Uni seraient redistribués en cas d'effectivité du Brexit. Enfin plutôt redistribués 27 parmi ces 73, 46 étant alors conservés pour pouvoir répondre aux besoins d'éventuels futurs élargissements. Sur ces 27 redistribués, 5 sont pour la France et c'est l'objet de ce projet de loi. Alors, j'entends ceux qui nous disent c'est un scandale, les Britanniques ne sont pas sortis et ils vont encore choisir pour nous l'avenir de l'Europe ou peser sur ces choix. Écoutez, regardons la Grande-Bretagne et Olivier Cadic en a parlé. On a quand même l'impression que le Brexit est un trou noir qui absorbe complètement la capacité des forces politiques et économiques de ce pays de se projeter dans l'avenir. En effet, le Parlement britannique, finalement, s'est imposé 2 contraintes. Non à l'accord signé, alors qu'ils savent que c'est le seul possible. Et non à une sortie sans accord. Quand on voit ça, il n'y a pas de solution dans un espace euclidien. Alors, je comprends, on est aujourd'hui dans la compétition entre 2 qualités britanniques, l'opiniâtreté et le pragmatisme. Qui va gagner? On ne sait pas. Je parie sur le pragmatisme, comme Olivier, mais nous verrons bien. En tout état de cause, dans la situation actuelle, constatons qu'ils sont encore maîtres des horloges. Parce que tant que nous accepterons qu'ils repoussent la date de sortie, la date sera repoussée. Et s'ils ne veulent pas sortir et qu'on n'accepte pas, ils retireront l'application de l'article 50. C'est bien pour ça qu'Olivier appelle à une réflexion sur ce sujet. Parce qu'en réalité, c'est le pays qui veut sortir, enfin, le pays qui a activé l'article 50 qui est maître des horloges. Alors, plutôt que de se faire... on n'est pas obligé d'être absorbé par le trou noir qui absorbe les forces britanniques. Poursuivons notre route. Travaillons. Je crois qu'aujourd'hui, les Britanniques sont incapables de toute façon, et puis ils ont pris aussi quelques engagements, de peser sur l'avenir de l'Union européenne. On peut espérer qu'à l'avenir, ils retrouvent des forces si jamais le Brexit ne se passe pas. Mais en tout cas, on peut continuer à travailler à l'avenir de l'Europe. Donc, je crois qu'il ne faut pas s'alarmer trop sur ce sujet. Mais quand même, constatons une chose. C'est que les citoyens européens ont été les principales victimes de tout ce débat sur le Brexit. D'abord, parce qu'ils ont été pris en otage. Les citoyens européens, les Britanniques qui vivent dans l'Union européenne et qui ne savent pas à quoi ils seront mangés, d'une certaine manière, leur droit au séjour, leur droit aux prestations sociales, l'ensemble de leurs droits à la mobilité et au travail, et les Européens non britanniques qui sont sur le sol du Royaume-Uni. Et puis je pense aussi à ceux Britanniques qui sont nés avec la citoyenneté européenne, qui faisait partie de leur identité, et qu'on leur arrache. Le Brexit aura, de ce point de vue-là, un effet majeur et régressif, si on ne le corrige pas, c'est que la citoyenneté européenne qui a été construite depuis 20 ans, elle est perdue. Elle n'existe quasiment plus. Parce que finalement, les citoyens européens, à l'occasion du Brexit, sont devenus des sujets des États membres, traités comme tels par les différents États, et pas mieux par la Grande-Bretagne que par les autres États membres, car chacun a préféré défendre sa souveraineté plutôt que défendre l'idée de la citoyenneté européenne. Et je vous le dis ici, ce n'est pas comme ça que nous pourrons construire une Europe démocratique. L'élection du 26 mai, de ce point de vue-là, elle est essentielle. Et ce n'est pas en faisant une réédition de l'élection présidentielle de 2017 que nous pourrons favoriser pour les Français les choix essentiels pour l'Europe. Alors, avant de conclure, 2 sujets, me semble-t-il, méritent d'être quand même abordés à l'occasion de ce projet de loi que, puisqu'il est très pragmatique et répond à une urgence, nous soutiendrons. D'une part, Monsieur le Président de la Commission des lois, une décision du Conseil d'État rendue publique le 6 mai dernier sur l'implication des partis politiques européens financières dans
la campagne des élections européennes. Ça change totalement la manière dont nous avons abordé ici, en tant que législateurs, la manière de penser le financement des campagnes électorales, parce qu'il est consacré, ce qui est indiqué dans le règlement européen, mais que nous n'avions pas intégré dans notre législation nationale de manière probablement correcte, et que la Commission nationale des comptes et financement de partis politiques essayait de mettre en œuvre selon ce que nous souhaitions, c'est que les partis politiques européens peuvent intervenir dans le financement de la campagne européenne. Et je crois que de ce point de vue-là, nous allons avoir une réflexion à avoir très rapidement sur la manière de faire évoluer nos règles de financement électoral au niveau français, prenant en compte cette constatation au niveau européen, et au niveau européen, une manière de prendre en compte aussi cette situation, parce qu'il va falloir faire converger, plus encore, les financements des partis politiques et de l'activité politique dans l'ensemble de l'Union européenne. Et ça, je crois qu'une mission de notre commission sur ce sujet et de la commission des affaires européennes serait de ce point de vue-là bienvenue. Le deuxième sujet, monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est la question des citoyens européens qui vont voter ou qui peuvent voter dans un pays qui n'est pas celui de leur nationalité. Et je crois que nous sommes en train de faire une erreur, que l'administration française est en train de faire une erreur. Il est précisé dans la décision du Conseil que, d'une part, les États membres, pour éviter les doubles votes qui, je le rappelle, en France, sont, selon le code électoral, soumis à une peine de 15 000 € et de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement, eh bien, ce n'est pas parce que ce double vote possible lorsque vous êtes, par exemple, citoyen français et que vous vivez en Allemagne, vous pouvez voter au consulat et vous pouvez voter dans la mairie de votre ville de résidence, mais vous n'avez pas le droit parce qu'il y a une sanction pénale si vous le faites. Mais il ne peut pas être question, monsieur le ministre, comme l'administration s'apprête à le faire, de refuser dans les consulats la possibilité de voter à quelqu'un qui est régulièrement inscrit sur la liste électorale, sous prétexte que l'administration française a reçu l'information comme quoi la personne est inscrite sur la liste de son pays de résidence. Il n'est pas possible que cela se passe de cette manière. Donner à la personne l'information comme quoi elle est effectivement inscrite sur la liste et est soumise éventuellement à une sanction pénale si elle fait un double vote, c'est très bien. Mais lui refuser la possibilité de voter alors que c'est les instructions que vous avez données au consulat, alors que les personnes sont régulièrement inscrites sur les listes électorales, j'en conteste la source juridique, parce que ce n'est pas correct. Et je vous demande, monsieur le ministre, à l'occasion de ce débat, de bien nous préciser que dès lors qu'une personne est inscrite sur la liste électorale consulaire, elle aura la possibilité de voter après avoir été informée des sanctions pénales qui pourront lui être appliquées si jamais elle fait un double vote. Et je crois que le symétrique, c'est-à-dire pour les ressortissants européens qui vivent en France et qui seront inscrits sur les listes électorales françaises, qu'il faut aussi veiller, de la même manière, à ce que tout le droit européen et tout le droit français soient respectés, mais que des interprétations hasardeuses ne soient pas appliquées. Et je crois que vous êtes sur cette voie, malheureusement, donc j'attire votre attention sur ce point. Et ceci étant dit, parce que je crois qu'il faudrait que vous nous donniez des précisions sur ce point, je vous remercie et confirme notre soutien à ce projet de loi.